Chapitre I. À propos de l'évaluation. Sun Tzu dit, la guerre est d'une importance vitale pour l'État, c'est le domaine de la vie ou de la mort, le chemin de la survie ou de la perte de l'empire, il faut bien le gérer. Ne pas réfléchir sérieusement à tout ce qui vous concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence à l'égard de la conservation ou de la perte de ce qui nous est le plus cher, et cela ne devrait pas arriver entre nous. Il est nécessaire de l'évaluer en fonction de 5 facteurs fondamentaux et de faire des comparaisons entre les diverses conditions des parties rivales, en vue de déterminer le résultat de la guerre. Le premier de ces facteurs est la doctrine, la deuxième foi, le troisième, la terre, le quatrième, commandement, et le cinquième, la discipline. La doctrine signifie ce qui fait que le peuple est en harmonie avec son souverain, afin qu'il le suive partout, sans craindre pour sa vie ni courir aucun danger. Le temps signifie yin et yang, nuit et jour, chaud et froid, jour clair ou pluvieux, et le changement des saisons. Le terrain implique les distances, et se réfère à l'endroit où il est facile ou difficile de se déplacer, et s'il s'agit d'un pays ouvert ou d'endroits étroits, et cela influence les chances de survie. Le commandement doit avoir les qualités suivantes: sagesse, sincérité, bienveillance, courage et discipline. Enfin, la discipline doit être comprise comme l'organisation de l'armée, les grades et grades parmi les officiers, la réglementation des voies d'approvisionnement et la fourniture de matériel militaire à l'armée. Ces 5 facteurs fondamentaux doivent être connus de tout général. Celui qui les domine, gagne, celui qui ne le fait pas est vaincu. Par conséquent, lors de l'élaboration de plans, les 7 facteurs suivants doivent être comparés, en pesant chacun avec le plus grand soin. Quel chef est le plus sage et le plus capable? Quel commandant a le plus de talent? Quelle armée tire des avantages de la nature et du terrain? Dans quelle armée les règlements et instructions sont-ils le mieux observés? Quelles troupes sont plus fortes? Quelle armée est la mieux formée pour les officiers et les troupes? Quelle armée administre plus équitablement les récompenses et les punitions? En étudiant ces 7 facteurs, je pourrai deviner lequel des 2 camps sera victorieux et lequel sera vaincu. Le général qui suit mes conseils est sûr de gagner. Ce général doit être maintenu aux commandes. Qui ignore mes conseils, seront certainement vaincus. Cela doit être supprimé. Après avoir tenu compte de mes conseils et de mes plans, le général doit créer une situation qui contribuera à son accomplissement. Par situation, je veux dire que vous devez prendre en considération la situation sur le terrain et agir en fonction de ce qui est à votre avantage. L'art de la guerre est basé sur la tromperie. Donc, quand il est capable d'attaquer, il doit paraître incapable, lorsque les troupes se déplacent, apparaissent inactifs. S'il est proche de l'ennemi, il doit lui faire croire qu'il est loin, si c'est loin, faites semblant d'être proche. Mettez des appâts pour attirer l'ennemi. Frappez l'ennemi quand il est foiré. Préparez-vous contre lui quand il est en sécurité partout. À éviter pendant une période où c'est plus fort. Si votre adversaire a un tempérament colérique, essayez de l'irriter. S'il est arrogant, essayez d'encourager son égoïsme. Si les troupes ennemies sont bien préparées après une réorganisation, essayez de les mettre en désordre. S'ils sont unis, semez la zizanie dans leurs rangs. Attaque l'ennemi lorsqu'il n'est pas prêt et apparaît lorsqu'il ne vous attend pas. Ce sont les clés de la victoire pour le stratège. Or, si les estimations faites avant la bataille indiquent la victoire, c'est que les calculs soigneusement faits montrent que vos conditions sont plus favorables que les conditions de l'ennemi, s'ils indiquent la défaite, c'est qu'ils montrent que les conditions favorables au combat sont moindres. Avec une évaluation minutieuse, on peut gagner, sans cela, vous ne pouvez pas. Beaucoup moins de chances de victoire auront celui qui n'effectue pas du tout de calcul. Grâce à cette méthode, la situation peut être examinée et le résultat apparaît clairement. Chapitre 2. À propos du lancement des actions. Une fois la bataille commencée, même si vous êtes en train de gagner, si elle dure trop longtemps, elle découragera vos troupes et émoussera votre épée. Si vous assiégez une ville,
vous épuiserez vos forces. Si vous gardez votre armée en campagne pendant longtemps, vos réserves s'épuiseront. Les armes sont des instruments de malchance, les utiliser pendant longtemps produira des calamités. Comme il a été dit, ceux qui tuent avec du fer, meurent avec du fer. Lorsque vos troupes sont découragées, votre épée émoussée, vos forces épuisées et vos approvisionnements faibles, même votre peuple profitera de votre faiblesse pour se soulever. Donc, même si vous avez des conseillers avisés, vous n'arriverez finalement pas à faire avancer les choses. Pour cette raison, j'ai entendu parler d'opérations militaires maladroites et soudaines, mais je n'ai jamais vu aucun expert dans l'art de la guerre continuer longtemps la campagne. Il n'est jamais avantageux pour un pays de laisser s'éterniser une opération militaire. Comme on dit communément, soyez aussi rapide que le tonnerre qui roule avant de pouvoir boucher vos oreilles, aussi rapide que l'éclair qui clignote avant que vous ne puissiez cligner des yeux. Par conséquent, ceux qui ne sont pas pleinement conscients des inconvénients de l'utilisation d'armes ne peuvent pas être pleinement conscients des avantages de leur utilisation. Ceux qui utilisent habilement les moyens militaires n'activent pas leurs troupes 2 fois, ni ne fournissent 3 fois de la nourriture, dans le même but. Cela signifie que le peuple ne doit pas être mobilisé plus d'une fois par campagne et qu'immédiatement après avoir remporté la victoire, il ne doit pas retourner dans son propre pays pour faire une seconde mobilisation. Au début, cela signifie fournir de la nourriture, pour ses propres troupes, mais ensuite, la nourriture est retirée à l'ennemi. Si vous prenez les fournitures d'armes de votre propre pays, mais prenez de la nourriture à l'ennemi, vous pouvez être bien approvisionné en armes et en fournitures. Lorsqu'un pays s'appauvrit à la suite d'opérations militaires, cela est dû au transport de fournitures depuis un lieu éloigné. Si vous les transportez d'un endroit éloigné, le village sera appauvri. Ceux qui vivent près de l'endroit où se trouve l'armée peuvent vendre leurs récoltes à des prix élevés, mais de cette façon le bien-être de la majorité de la population est appauvri. Lorsque les vivres sont transportés très loin, les gens sont ruinés à cause du coût élevé. Dans les marchés proches de l'armée, les prix des marchandises sont augmentés. Dès lors, les longues campagnes militaires sont un fléau pour le pays. Lorsque les ressources sont épuisées, les impôts sont collectés sous pression. Lorsque le pouvoir et les ressources sont épuisés, le pays lui-même est ruiné. Le peuple est privé d'une grande partie de son budget, tandis que les dépenses d'armement du gouvernement augmentent. Les habitants constituent la base d'un pays, la nourriture est le bonheur des gens. Le prince doit respecter ce fait et être sobre et austère dans ses dépenses publiques. Par conséquent, un général intelligent s'efforce de priver l'ennemi de sa nourriture. Chaque portion de nourriture prise à l'ennemi est égale à 20 que vous vous fournissez. Ainsi, ce qui dévaste l'ennemi, c'est l'insouciance, et votre motivation à assumer les bénéfices des adversaires. Lorsque vous récompensez vos hommes avec les avantages que les adversaires avaient, vous les ferez combattre de leur propre initiative, et ainsi vous pourrez prendre le pouvoir et l'influence que l'ennemi avait. C'est pourquoi on dit que là où il y a de grandes récompenses, il y a des hommes courageux. Par conséquent, dans une bataille de chars, récompensez d'abord celui qui prend au moins 10 voitures. Si vous récompensez tout le monde, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, alors offrez une récompense à un soldat pour remonter le moral de tous les autres. Changez leur couleur, des soldats ennemis faits prisonniers, mélangez-les aux vôtres. Traitez bien les soldats et faites attention à eux. Les soldats emprisonnés doivent être bien traités, pour qu'ils se battent pour vous à l'avenir. C'est ce qu'on appelle vaincre l'adversaire et augmenter également sa propre force. Si vous utilisez l'ennemi pour vaincre l'ennemi, vous serez puissant partout où vous irez. Ainsi, la chose la plus importante dans une opération militaire est la victoire et non la persévérance. Ce dernier n'est pas avantageux. Une armée est comme le feu, si vous ne l'éteignez pas, elle s'éteindra. Par conséquent, nous savons que celui qui est à la tête de l'armée est responsable de la vie des habitants et de la sécurité de la nation. Chapitre I. Sur les propositions de victoire et de défaite. En règle générale, il vaut mieux garder un ennemi intact que de le détruire.
capturer leurs soldats pour les conquérir et dominer leurs patrons. Un général disait, pratiquez les arts martiaux, calculez la force de vos adversaires, faites-leur perdre leur esprit et leur direction, de sorte que même si l'armée ennemie est intacte elle ne sert à rien, c'est gagner sans violence. Si vous détruisez l'armée ennemie et tuez leurs généraux, vous attaquez leur défense en tirant, vous rassemblez une foule et usurpez un territoire, tout cela c'est gagné par la force. Pour cette raison, ceux qui gagnent toutes les batailles ne sont pas vraiment des professionnels, ceux qui rendent les armées des autres impuissantes sans combattre sont les meilleurs maîtres de l'art de la guerre. Les guerriers supérieurs attaquent pendant que les ennemis planifient leurs plans. Ils dénouent alors leurs alliances. C'est pourquoi un grand empereur a dit, « Celui qui combat pour la victoire contre l'épée nue n'est pas un bon général. » La pire tactique est d'attaquer une ville. Le siège, l'accaparement d'une ville, n'est effectué qu'en dernier recours. Passez pas moins de 3 mois à préparer vos artefacts et 3 autres mois à coordonner les ressources pour votre siège. Vous ne devriez jamais attaquer par colère et à la hâte. Il est conseillé de prendre du temps dans la planification et la coordination du plan. Par conséquent, un vrai maître des arts martiaux bat d'autres forces ennemies sans bataille, conquiert d'autres villes sans les assiéger et détruit d'autres armées sans passer beaucoup de temps. Un maître habile des arts martiaux défait les plans des ennemis, ruine leurs relations et alliances, coupe leurs approvisionnements ou bloque leur chemin, gagnant grâce à ses tactiques sans avoir besoin de se battre. Il est essentiel de lutter contre toutes les factions ennemies pour obtenir une victoire complète, afin que votre armée ne soit pas en garnison et que le bénéfice soit total. C'est la loi du siège stratégique. La victoire complète se produit lorsque l'armée ne combat pas, la ville n'est pas assiégée, la destruction ne dure pas longtemps et, dans chaque cas, l'ennemi est vaincu par l'utilisation de la stratégie. Ainsi, la règle de l'usage de la force est la suivante. Si vos forces sont 10 fois supérieures à celles de l'adversaire, entourez-le, s'ils sont 5 fois plus élevés, attaquez-le, s'ils sont 2 fois plus nombreux, divisez-le. Si vos forces sont égales en nombre, combattez si vous le pouvez. Si vos forces sont inférieures, soyez constamment sur vos gardes, car le moindre échec vous apporterait le pire. Conséquence. Essayez de rester à l'abri et évitez si possible une confrontation ouverte avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre peuvent fatiguer et dominer même de nombreuses armées. Ce conseil s'applique dans les cas où tous les facteurs sont égaux. Si vos forces sont en ordre alors que les leurs sont dans le chaos, si vous et vos forces êtes de bonne humeur et qu'ils sont démoralisés, alors même s'ils sont plus nombreux, vous pouvez aller au combat. Si vos soldats, vos forces, votre stratégie et votre courage sont inférieurs à ceux de votre adversaire, alors vous devez battre en retraite et trouver une issue. Par conséquent, si le petit côté s'obstine, il tombe prisonnier du grand côté. Cela signifie que si une petite armée ne fait pas une bonne évaluation de sa puissance et ose se faire des ennemis avec une grande puissance, quelle que soit la fermeté de sa défense, elle sera inévitablement conquise. Si vous ne pouvez pas être fort, mais que vous ne savez pas non plus comment être faible, vous serez vaincu. Les généraux sont les serviteurs du peuple. Lorsque leur service est terminé, le peuple est fort. Lorsque votre service est défectueux, les gens sont faibles. Ainsi, il y a 3 manières dont un prince conduit l'armée au désastre. Lorsqu'un prince, ignorant les faits, ordonne à ses armées d'avancer ou de reculer quand elles ne le devraient pas, c'est ce qu'on appelle immobiliser l'armée. Lorsqu'un prince ignore les affaires militaires mais partage le commandement égal de l'armée, les soldats sont confus. Lorsque le prince ignore comment effectuer les manœuvres militaires, mais partage également sa direction, les soldats hésitent. Une fois que les armées sont confuses et chancelantes, les problèmes commencent avec les adversaires. C'est ce qu'on appelle perdre la victoire en bouleversant l'aspect militaire. Si vous essayez d'utiliser les méthodes d'un gouvernement civil pour mener une opération militaire, l'opération sera déroutante. Ceux qui réussissent. Ils savent quand se battre et quand ne pas le faire. Ils peuvent discerner quand utiliser beaucoup ou peu de troupes.
Ils ont des troupes dont les rangs supérieurs et inférieurs ont le même objectif. Ils affrontent des ennemis sans méfiance avec des préparations. Ils ont des généraux compétents et ne sont pas limités par leur gouvernement civil. Ces 5 sont les moyens de rencontrer le futur gagnant. Dire que le prince est celui qui donne les ordres en tout, c'est comme si le général demandait au prince la permission d'éteindre un feu, au moment où il est autorisé, il ne reste plus que des cendres. Si vous connaissez les autres et que vous vous connaissez vous-même, même dans 100 batailles vous ne serez pas en danger, si vous ne connaissez pas les autres, mais que vous vous connaissez vous-même, vous perdrez une bataille et en gagnerez une autre, si vous ne connaissez pas les autres et ne vous connaissez pas, vous serez en danger à chaque bataille. Chapitre 4. Sur la mesure dans la mise à disposition des moyens. Autrefois, les guerriers habiles se rendaient d'abord invincibles, puis attendaient de découvrir la vulnérabilité de leurs adversaires. Se rendre invincible, c'est se connaître soi-même, attendre de découvrir la vulnérabilité de l'adversaire, c'est connaître les autres. L'invincibilité est en soi, la vulnérabilité chez l'adversaire. Pour cette raison, les guerriers qualifiés peuvent être invincibles, mais ils ne peuvent pas rendre leurs adversaires vulnérables. Si vos adversaires n'ont pas d'ordre de bataille à signaler, pas de négligence ou d'échec à tirer parti, comment pouvez-vous les vaincre même s'ils sont bien équipés? C'est pourquoi on dit que la victoire peut être perçue, mais pas fabriquée. L'invincibilité est une question de défense, la vulnérabilité une question d'attaque. Tant que vous n'avez pas observé de vulnérabilité dans l'ordre de bataille des adversaires, cachez votre propre formation d'attaque, et préparez-vous à être invincible, afin de vous préserver. Lorsque les adversaires ont des ordres de bataille vulnérables, il est temps de sortir et de les attaquer. La défense est pour les périodes de pénurie, l'attaque pour les périodes d'abondance. Les experts de la défense se cachent dans les profondeurs de la terre, les experts en manœuvre d'attaque se cachent dans les plus hautes hauteurs du ciel. De cette façon, ils peuvent se protéger et remporter la victoire totale. Dans les situations de défense, vous faites taire les voix et effacer les traces, vous cachant comme des fantômes et des esprits sous terre, invisibles pour tout le monde. Dans les situations d'attaque, votre mouvement est rapide et votre cri fulgurant, rapide comme le tonnerre et l'éclair, auxquels l'on ne peut pas se préparer, même s'ils viennent du ciel. Anticiper la victoire alors que tout le monde peut le savoir n'est pas une véritable compétence. Tout le monde loue la victoire remportée au combat, mais cette victoire n'est pas vraiment bonne. Tout le monde loue la victoire au combat, mais ce qui est vraiment souhaitable, c'est de pouvoir voir le monde du subtil et de réaliser le monde de l'occulte, au point de pouvoir remporter la victoire là où il n'y a pas de forme. Il ne faut pas beaucoup de force pour soulever un cheveu, vous n'avez pas besoin d'une vue perçante pour voir le soleil et la lune, et vous n'avez pas besoin d'oreilles fines pour entendre le grondement du tonnerre. Ce que tout le monde sait ne s'appelle pas sagesse, la victoire sur les autres acquise au combat n'est pas considérée comme une bonne victoire. Dans les temps anciens, ceux qui étaient connus comme de bons guerriers gagnaient quand c'était facile. Surmonter. Si vous ne pouvez remporter la victoire qu'après avoir affronté un adversaire dans un conflit armé, cette victoire est une dure victoire. Si vous êtes capable de voir le subtil et de réaliser le caché, en pénétrant avant l'ordre de bataille, la victoire ainsi obtenue est une victoire facile. Par conséquent, les victoires des bons guerriers ne se distinguent pas par leur intelligence ou leur bravoure. Ainsi, les victoires qu'ils remportent au combat ne sont pas dues à la chance. Ces victoires ne sont pas le fruit du hasard, mais sont dues au fait de s'être préalablement placés en position de pouvoir gagner en toute sécurité, l'emportant sur ceux qui ont déjà perdu. Préalablement. Une grande sagesse n'est pas quelque chose d'évident, un grand mérite ne s'annonce pas. Lorsque vous êtes capable de voir le subtil, il est facile de gagner. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'intelligence ou la bravoure? Quand les problèmes sont résolus avant qu'ils ne surviennent, qui appelle cette intelligence? Quand il y a victoire sans combat, qui parle de bravoure? Ainsi, les bons guerriers prennent position sur un terrain où ils ne peuvent pas perdre et ne négligeant pas les conditions qui rendent leur adversaire enclin à la défaite. Par conséquent, une armée victorieuse gagne d'abord et s'engage dans la bataille plus tard,
une armée vaincue combat d'abord et essaie de gagner plus tard. C'est la différence entre ceux qui ont une stratégie et ceux qui n'ont pas de plan prémédité. Ceux qui utilisent les armes cultivent bien la voie et observent les lois. Ainsi, ils peuvent gouverner en prévalant sur les corrompus. Utilisez l'harmonie pour dissiper l'opposition, n'attaquez pas une armée innocente, ne faites pas de prisonniers ou ne pillez pas là où l'armée passe, ne coupez pas les arbres ou contaminez les puits, nettoyez et purifiez les temples des villes et des montagnes sur le chemin que vous traversez, ne pas répéter les erreurs d'une civilisation décadente, tout cela s'appelle le chemin et ses lois. Lorsque l'armée est strictement disciplinée, au point que les soldats mourraient plutôt que de désobéir aux ordres, et que les récompenses et les punitions sont fiables et bien établies, lorsque les commandants et les officiers sont capables d'agir de cette manière, ils peuvent vaincre un prince ennemi corrompu. Il existe 5 règles militaires, la mesure, l'évaluation, le calcul, la comparaison et la victoire. Le terrain donne lieu à des mesures, celles-ci donnent lieu à des évaluations, les évaluations donnent lieu à des calculs, celles-ci donnent lieu à des comparaisons, et les comparaisons donnent lieu à des victoires. Grâce aux comparaisons des dimensions, vous pouvez savoir où il y a victoire ou défaite. Par conséquent, une armée victorieuse est comme 1 kilo comparé à 1 gramme, une armée vaincue est comme 1 gramme comparé à 1 kilo. Lorsque le vainqueur amène son peuple à se battre comme s'il dirigeait un grand courant d'eau dans un profond canyon, c'est une question d'ordre de bataille. Lorsque l'eau s'accumule dans un canyon profond, personne ne peut mesurer sa quantité, tout comme notre défense ne montre pas sa forme. Lorsque l'eau est libérée, elle se précipite comme un torrent, aussi irrésistible que notre propre attaque. Chapitre V. Sur la fermeté. La force est l'énergie accumulée ou celle qui est perçue. C'est très variable. Les experts sont capables de vaincre l'ennemi en créant une perception favorable en eux, obtenant ainsi la victoire sans avoir besoin d'exercer leur force. Gouverner sur beaucoup de gens comme s'ils étaient peu, c'est les diviser en groupes ou en secteurs, c'est l'organisation. Bataille contre un grand nombre de troupes aussi peu que possible est une question d'affichage de la force, des symboles et des signaux. Il se réfère à la réalisation d'une perception de force et de puissance dans l'opposition. Sur le champ de bataille, il désigne les formations et les drapeaux utilisés pour déployer les troupes et coordonner leur mouvement. Rendre l'armée capable de combattre l'adversaire sans être vaincu revient à utiliser des méthodes orthodoxes ou hétérodoxes. L'orthodoxie et l'hétérodoxie ne sont pas quelque chose de fixe, mais utilisées comme un cycle. Un empereur qui était un guerrier et un administrateur célèbre a parlé de manipuler les perceptions des adversaires de ce qui est orthodoxe et de ce qui n'est pas orthodoxe, puis d'attaquer de manière inattendue, combinant les deux méthodes en une seule, se rendant ainsi indéfinissable pour l'ennemi. Que l'effet des forces soit comme celui des pierres lancées sur les œufs est une question de plein et de vide. Lorsque vous incitez des adversaires à vous attaquer sur votre territoire, leur force est toujours vide, désavantagée, tant que vous ne rivalisez pas pour savoir qui est le meilleur, votre force sera toujours pleine. Attaquer avec le vide contre le plein, c'est comme jeter des pierres sur des œufs, ils sont sûrs de se casser. Lorsqu'une bataille est engagée directement, la victoire est remportée par surprise. L'attaque directe est orthodoxe. L'attaque indirecte est hétérodoxe. Il n'y a que 2 types d'attaque au combat, l'extraordinaire par surprise et l'ordinaire direct, mais leurs variantes sont innombrables. L'orthodoxe et l'hétérodoxe naissent l'un de l'autre, comme un cercle sans début ni fin, qui pourrait les épuiser? Lorsque la vitesse de l'eau qui coule atteint le point où elle peut déplacer les pierres, c'est la force directe. Lorsque la vitesse et la maniabilité du faucon sont telles qu'il peut attaquer et tuer, c'est de la précision. Il en va de même pour les guerriers habiles, leur force est rapide, leur précision infaillible. Sa force est comme le tir d'une catapulte, sa précision est de toucher la cible visée et de provoquer l'effet attendu. Le désordre vient de l'ordre, la lâcheté vient du courage, la faiblesse vient de la force. Si vous voulez simuler le désordre pour convaincre vos adversaires et les distraire, vous devez d'abord organiser l'ordre,
car ce n'est qu'alors que vous pourrez créer un désordre artificiel. Si vous voulez feindre la lâcheté afin d'apprendre la stratégie des adversaires, vous devez d'abord être extrêmement courageux, car c'est seulement alors que vous pourrez agir artificiellement timide. Si vous voulez feindre la faiblesse pour induire l'arrogance chez vos ennemis, vous devez d'abord être extrêmement fort car ce n'est qu'alors que vous pourrez feindre la faiblesse. L'ordre et le désordre sont affaires d'organisation, la lâcheté est affaire de courage et d'élan, la force et la faiblesse sont une question d'entraînement au combat. Quand une armée a la force de l'élan, perception, même le timide devient courageux, quand elle perd la force de l'élan, même le brave devient timide. Rien n'est figé dans les lois de la guerre, elles se développent sur la base de l'élan. Avec la ruse, vous pouvez anticiper et amener vos adversaires à se convaincre comment procéder et se déplacer, elle les aide à marcher sur le chemin qu'elle leur trace. Il fait bouger les ennemis avec la perspective du triomphe, de sorte qu'ils tombent dans l'embuscade. Les bons guerriers recherchent l'efficacité au combat à partir de la force de l'élan, perception, et ne comptent pas uniquement sur la force de leurs soldats. Ils sont capables de choisir les meilleures personnes, de les déployer correctement et de laisser la force de l'élan atteindre ses objectifs. Quand il y a l'enthousiasme, la conviction, l'ordre, l'organisation, les moyens, l'engagement des soldats, vous avez la force de l'élan, et le timide est courageux. Ainsi, il est possible d'affecter les soldats en fonction de leurs capacités, de leurs compétences et de leur confier des tâches et des responsabilités appropriées. Les braves peuvent se battre, les prudents peuvent servir de sentinelles et les intelligents peuvent étudier, analyser et communiquer. Chacun est utile. Faire combattre des soldats en permettant à la force de l'élan de faire son travail, c'est comme faire rouler des rochers. Les rochers restent immobiles lorsqu'ils sont sur un terrain plat, mais ils roulent sur un plan incliné, ils restent fixes lorsqu'ils sont carrés, mais ils tournent s'ils sont ronds. Par conséquent, lorsque les hommes sont menés au combat par la ruse, l'impulsion est comme des rochers ronds dévalant la montagne, c'est la force qui produit la victoire. Chapitre 6. À propos du plein et du vide. Ceux qui anticipent, se préparent et arrivent les premiers sur le champ de bataille et attendent l'adversaire sont dans une position reposée, ceux qui arrivent les derniers sur le champ de bataille, ceux qui improvisent et entament le combat sont épuisés. Les bons guerriers font venir à eux les adversaires et ne se laissent en aucun cas attirer hors de leur forteresse. Si vous faites venir des adversaires à vous pour combattre, leur force sera toujours vide. Si vous ne sortez pas pour vous battre, votre force sera toujours pleine. C'est l'art de vider les autres et de se remplir. Ce qui pousse les adversaires à vous attaquer de leur plein gré, c'est la perspective de gagner. Ce qui décourage les adversaires de venir vers vous, c'est la possibilité de subir des dégâts. Lorsque les adversaires sont dans une position favorable, il faut les fatiguer. Quand ils sont bien nourris, coupez les vivres. Quand ils se reposent, faites-les bouger. Attaque de manière inattendue, provoquant l'épuisement des adversaires en courant pour sauver leur vie. Perturbez leurs approvisionnements, dévastez leurs champs et coupez leurs lignes d'approvisionnement. Il apparaît dans des endroits critiques et des attaques là où ils s'y attendent le moins, les obligeant à venir à la rescousse. Il apparaît là où ils ne peuvent pas aller, il va là où ils s'y attendent le moins. Pour parcourir des centaines de kilomètres sans fatigue, traverser des terres inhabitées. Attaquer un espace ouvert ne signifie pas seulement un espace dans lequel l'ennemi n'a pas de défense. Tant que votre défense n'est pas stricte, l'endroit n'est pas bien gardé, les non-dits disperseront devant vous, comme si vous traversiez un territoire inhabité. Pour prendre infailliblement ce que vous attaquez, attaquez là où il n'y a pas de défense. Pour maintenir une défense sûre et infaillible, défendez là où il n'y a pas d'attaque. Ainsi, dans le cas de ceux qui sont experts en attaque, leurs ennemis ne savent pas où attaquer. Lorsque les instructions sont suivies, les gens sont sincèrement loyaux et engagés, les plans de défense et les préparatifs fermement en place, étant si subtils et secrets que les stratégies ne sont en aucun cas révélées, et les adversaires se sentent en insécurité, et leur intelligence ne leur est d'aucune utilité. Soyez extrêmement subtils, discrets,
au point d'être informe. Soyez totalement mystérieux et confidentiel, au point de vous taire. Vous pourrez ainsi diriger le destin de vos adversaires. Pour avancer sans rencontrer de résistance, attaquez leurs points faibles. Pour reculer évasivement, soyez plus rapide qu'eux. Les situations militaires sont une question de vitesse, arrivez comme le vent, bougez comme l'éclair, et vos adversaires ne pourront pas vous battre. Par conséquent, lorsque vous souhaitez partir au combat, même si l'adversaire est retranché dans une position défensive, il ne pourra pas éviter le combat si vous attaquez à l'endroit où il doit inévitablement venir à la rescousse. Lorsque vous ne voulez pas aller au combat, même si vous tracez une ligne sur le terrain que vous souhaitez conserver, l'adversaire ne peut pas vous combattre car vous lui donnez un faux indice. Cela signifie que lorsque des adversaires viennent vous attaquer, vous ne les combattez pas, mais établissez plutôt un changement stratégique pour les confondre et les remplir d'incertitudes. Ainsi, lorsque vous incitez les autres à former une formation, tandis que vous restez vous-même informe, vous êtes concentré, tandis que votre adversaire est divisé. Faites voir aux adversaires comme extraordinaire ce qui vous est ordinaire, faites-leur voir comme ordinaire ce qui est extraordinaire pour vous. C'est inciter l'ennemi à faire information. Une fois que vous avez vu la formation de l'adversaire, vous concentrez vos troupes contre lui. Puisque votre formation est hors de vue, l'adversaire divisera sûrement ses forces. Lorsque vous êtes concentré en une seule force, alors que l'ennemi est divisé en 10, vous attaquez avec une concentration de 1 contre 10, donc vos forces sont plus nombreuses que les leurs. Si vous pouvez attaquer quelques soldats avec beaucoup, vous décimerez le nombre de vos adversaires. Lorsque vous êtes fortement retranché, vous vous êtes renforcé derrière de bonnes barricades, et vous ne laissez fuir aucune information sur vos forces, sortez sans formation précise, attaquez et conquérez de manière irrépressible. Ils n'ont pas besoin de savoir où vous prévoyez de mener la bataille, car lorsque vous ne le savez pas, l'ennemi met en place de nombreux postes de guet, et au moment où de nombreux postes sont établis, vous n'avez plus qu'à vous battre contre de petites unités. Ainsi, lorsque votre avant-garde est prête, votre arrière-garde est défectueuse, et lorsque votre arrière-garde est prête, votre avant-garde a des points faibles. Les préparatifs de son aile droite se traduiront par des manques à son aile gauche. Se préparer partout signifiera être vulnérable partout. Cela signifie que lorsque les troupes sont en service dans de nombreux endroits, elles sont nécessairement dispersées en petites unités. Quand vous avez peu de soldats, vous êtes sur la défensive contre votre adversaire, en avoir beaucoup oblige l'ennemi à se défendre. Plus vous inciterez votre ennemi à adopter de défense, plus il deviendra faible. Ainsi, si vous connaissez le lieu et la date de la bataille, vous pouvez vous y rendre même si vous êtes à 1000 kilomètres. Si vous ne connaissez pas le lieu et la date de la bataille, alors votre flanc gauche ne peut pas sauver votre droite, votre avant-garde ne peut pas sauver votre arrière, et votre arrière ne peut pas sauver votre avant-garde, même sur un territoire de quelques dizaines de kilomètres. Si vous avez beaucoup plus de troupes que les autres, comment ce facteur peut-il vous aider à gagner? Si vous ne connaissez pas le lieu et la date de la bataille, même si vos troupes sont plus nombreuses que les leurs, comment savoir si vous allez gagner ou perdre? Ainsi, il est dit que la victoire peut être créée. Si vous faites ignorer aux adversaires le lieu et la date de la bataille, vous pouvez toujours surmonter. Même si les ennemis sont nombreux, ils peuvent être amenés à ne pas engager de combat. Par conséquent, faites votre évaluation sur eux pour connaître leur plan et déterminer quelle stratégie peut réussir et laquelle ne laisse pas inciter-les à l'action pour découvrir quel est le schéma général de leur mouvement et reposez-vous. Faites quelque chose pour ou contre eux pour attirer leur attention, afin que vous puissiez les inciter à découvrir leurs habitudes de comportement offensif et défensif. Amenez-les à adopter des formations spécifiques, à connaître leurs faiblesses. Cela signifie utiliser de nombreuses méthodes pour semer la confusion et déranger l'ennemi afin d'observer ses manières de réagir envers vous. Après les avoir observées, vous agissez en conséquence, afin que vous puissiez savoir quel genre de situation signifie la vie et lesquelles signifient la mort. Essayez-les pour découvrir leurs forces et leurs faiblesses. Par conséquent,
le point final de la formation d'une armée est d'atteindre l'informe. Lorsque vous n'avez pas de formulaire, les informateurs ne peuvent rien découvrir, car l'information ne peut pas créer de stratégie. Puisque vous n'avez aucune forme discernable, vous ne laissez aucune trace à suivre, les informateurs ne trouvent aucune faille à travers laquelle regarder et les responsables de la planification ne peuvent établir aucun plan réalisable. La victoire sur les foules par des formations précises doit être inconnue des foules. Tout le monde sait comment il a remporté la victoire, mais personne ne sait comment il a remporté la victoire. Par conséquent, la victoire dans la guerre n'est pas répétitive, mais adapte continuellement sa forme. Déterminer les changements appropriés signifie ne pas répéter les stratégies précédentes pour remporter la victoire. Pour y parvenir, je peux m'adapter dès le début à n'importe quelle formation que les adversaires peuvent adopter. Les formations sont comme l'eau, la nature de l'eau est d'éviter en haut et d'aller en bas, la nature des armées est d'éviter le plein et d'attaquer le vide, le débit de l'eau est déterminé par la terre, la victoire est déterminée par l'adversaire. Ainsi, une armée n'a pas une formation constante, tout comme l'eau n'a pas une forme constante. La capacité d'obtenir la victoire en changeant et en s'adaptant selon l'ennemi s'appelle le génie. Chapitre 7. Sur la confrontation directe et indirecte. La règle ordinaire pour l'utilisation de l'armée est que le commandement de l'armée reçoit des ordres des autorités civiles, puis rassemble et concentre les troupes, en les cantonnant ensemble. Rien n'est plus difficile que la lutte armée. Se battre avec d'autres face à face pour obtenir un avantage est la chose la plus difficile au monde. La difficulté de la lutte armée est de rapprocher les longues distances et de transformer les problèmes en avantages. Tout en donnant l'impression d'être loin, vous démarrez votre chemin et arrivez avant l'ennemi. Ainsi, vous prolongez sa route en l'attirant avec l'espoir de gagner. Quand on démarre la marche après les autres et qu'on arrive avant eux, on connaît la stratégie de rapprochement des distances. Utilisez une unité spéciale pour tromper l'ennemi en l'attirant dans une fosse. Poursuite, lui faisant croire que le gros de vos forces est très loin, ainsi, vous lancez une force de frappe surprise qui arrive en premier, bien qu'elle prenne la route plus tard. Par conséquent, la lutte armée peut être profitable et elle peut être dangereuse. Pour l'expert c'est bénéfique, pour l'inexpérimenté dangereux. Mobiliser toute l'armée au combat afin d'obtenir un avantage prendrait beaucoup de temps, mais se battre pour un avantage avec une armée incomplète entraînerait un manque de ressources. Si vous vous déplacez rapidement et sans arrêt jour et nuit, couvrant 2 fois la distance habituelle, et si vous vous battez pour un avantage à des milliers de kilomètres, vos seigneurs de guerre seront faits prisonniers. Les soldats forts y arriveront les premiers, les plus fatigués y arriveront plus tard, en règle générale, seul 1 sur 10 y arrivera. Quand la route est longue, les troupes se fatiguent, s'ils ont dépensé leurs forces en mobilisation, ils arrivent épuisés tandis que leurs adversaires sont frais, ainsi, il est certain qu'ils seront attaqués. Se battre pour un avantage à 30 milles de distance déjouera les plans du commandement, et en règle générale, seule la moitié des soldats le feront. Si vous vous battez pour un avantage à 30 kilomètres, seuls 2 soldats sur 3 iront là-bas. Ainsi, une armée périt si elle n'est pas équipée, si elle n'a pas de vivres ou si elle n'a pas d'argent. Ces 3 choses sont nécessaires, vous ne pouvez pas vous battre pour gagner avec une armée non équipée, ou sans ravitaillement, ce que l'argent rend facile. Par conséquent, si vous ignorez les plans de vos rivaux, vous ne pouvez pas faire d'alliance précise. À moins de connaître les montagnes et les forêts, les ravins et les cols, et l'état des marais, vous ne pouvez pas manœuvrer avec une force armée. À moins d'utiliser des guides locaux, vous ne pouvez pas profiter du terrain. Ce n'est que lorsque vous connaissez chaque détail de l'état du terrain que vous pouvez manœuvrer et faire la guerre. Par conséquent, une force militaire est utilisée selon la stratégie prévue, mobilisée par l'attente d'une récompense et s'adapte par la division et la combinaison. Une force militaire est établie par stratégie dans le sens où vous détournez l'attention de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas savoir quelle est votre situation réelle et ne puisse pas affirmer sa suprématie. Elle est mobilisée par l'espoir d'une récompense, au sens où elle passe à l'action lorsqu'elle entrevoit la possibilité d'obtenir un avantage.
La division et la recombinaison des troupes sont faites pour semer la confusion chez votre adversaire et voir comment il réagit face à vous. De cette façon, vous pouvez vous adapter pour remporter la victoire. C'est pourquoi, lorsqu'une force militaire se déplace rapidement, c'est comme le vent, quand ça va lentement c'est comme la forêt, il est vorace comme le feu et immobile comme les montagnes. Il est rapide comme le vent dans le sens où il arrive sans avertissement et disparaît comme l'éclair. C'est comme une forêt parce qu'elle a un ordre. Il est vorace comme le feu qui dévaste une plaine sans laisser derrière lui un seul brin d'herbe. Elle est immobile comme une montagne lorsqu'elle est écartelée. C'est aussi difficile à connaître que les ténèbres, son mouvement est comme le grondement du tonnerre. Pour occuper une place, divisez vos troupes. Pour étendre votre territoire, partagez les bénéfices. La règle générale des opérations militaires est de priver le plus possible l'ennemi de nourriture. Cependant, dans les localités où les gens n'ont pas grand-chose, il est nécessaire de diviser les troupes en petits groupes afin qu'elles puissent prendre ce dont elles ont besoin de différentes parties, car alors seulement elles en auront assez. Quant au partage du butin, cela signifie qu'il faut le répartir entre les troupes pour garder ce qui a été gagné, ne pas laisser l'ennemi le récupérer. Agir après avoir fait un devis. Celui qui connaît le premier la mesure de ce qui est loin et de ce qui est près gagne, c'est la règle générale de la lutte armée. Le premier à faire le déplacement est l'invité, le dernier est l'hôte. Elle invitée a du mal, elle hôte la facile. Déplacement proche et lointain, fatigue, faim et froid naissent du déplacement. Un vieux livre traitant des affaires militaires dit « Les mots ne sont pas entendus, car des symboles et des tambours sont fabriqués. Des drapeaux et des bannières sont fabriqués à cause du manque de visibilité. Symboles, tambours, drapeaux et bannières sont utilisés pour focaliser et unifier les oreilles et les yeux des soldats. Une fois unis, les braves ne peuvent agir seuls, ni les timides se retirer seuls, c'est la règle générale d'employer un groupe. Unifier les oreilles et les yeux des soldats signifie les faire regarder et écouter à l'unisson afin qu'ils ne soient pas confus et désordonnés. Les panneaux sont utilisés pour indiquer les directions et empêcher les individus d'aller où bon leur semble. Ainsi, dans les batailles de nuit, utilisez des feux et des tambours, et dans les batailles de jour, utilisez des drapeaux et des bannières, pour manipuler les oreilles et les yeux des soldats. Utilisez de nombreux signaux pour confondre les perceptions de l'ennemi et lui faire craindre votre redoutable puissance militaire. De cette façon, vous drainez l'énergie de leurs armées et démoralisez leurs généraux. Tout d'abord, vous devez être capable de rester ferme dans votre propre cœur, ce n'est qu'alors que vous pourrez démoraliser les généraux ennemis. Pour cette raison, la tradition affirme que les habitants d'autrefois avaient la fermeté de se démoraliser, et l'ancienne loi de ceux qui conduisaient des chars de combat disait que lorsque l'esprit originel est ferme, l'énergie fraîche est victorieuse. Ainsi, l'énergie du matin est pleine d'ardeur, celle de midi décroît et l'énergie de la nuit se retire, par conséquent, les experts en maniement des armes préfèrent l'énergie enthousiaste, l'attaque décadente et l'énergie de retraite. Ce sont eux qui dominent l'énergie. N'importe quel faible dans le monde est prêt à se battre en une minute s'il se sent encouragé, mais quand il s'agit de prendre les armes et d'aller au combat, il est possédé par l'énergie. Lorsque cette énergie s'estompe, vous vous arrêtez, vous avez peur et vous regrettez d'avoir commencé. La raison pour laquelle de telles armées méprisent les ennemis puissants, de la même manière qu'elles méprisent les jeunes filles vierges, c'est parce qu'elles profitent de leur agressivité, stimulées par quelque cause que ce soit. Utilisez l'ordre pour traiter le désordre, utilisez le calme pour traiter ceux qui sont agités, c'est maîtriser le cœur. À moins que votre cœur ne soit complètement ouvert et que votre esprit soit en ordre, vous ne pouvez pas vous attendre à pouvoir vous adapter à répondre sans limite, à gérer les événements infaillibles, pour affronter des difficultés sérieuses et inattendues sans être dérangé, dirigeant chaque chose sans confusion. Maîtriser la force, c'est attendre ceux qui viennent de loin, attendre confortablement ceux qui sont fatigués, et les affamer le ventre plein. C'est ce que l'on entend par attirer les autres là où vous êtes, tout en évitant d'être conduit là où ils sont.
Évitez l'affrontement contre des formations de combat bien ordonnées et ne pas attaquer de grands bataillons est la maîtrise de l'adaptation. La règle générale des opérations militaires est donc de ne pas faire face à une grande montagne ou de lui opposer l'ennemi en lui tournant le dos. Cela signifie que si les adversaires sont en hauteur, vous ne devez pas les attaquer en montée, et lorsqu'ils chargent en descente, vous ne devez pas les engager. Ne poursuivez pas les ennemis lorsqu'ils feignent de battre en retraite ou n'attaquez pas des troupes expertes. Si les adversaires s'enfuient soudainement avant d'avoir épuisé leur énergie, il y a sûrement des embuscades qui attendent d'attaquer vos troupes. Dans ce cas, vous devez tenir vos officiers pour qu'ils ne les poursuivent pas. Ne mangez pas la nourriture de leurs soldats. Si l'ennemi abandonne subitement leurs provisions, il faut les goûter avant de les manger, au cas où elles seraient empoisonnées. N'arrêtez aucune armée qui se dirige vers son pays. Dans ces circonstances, un adversaire se battra jusqu'à la mort. Vous devez laisser une issue à une armée encerclée. Montrez-leur un moyen de sauver des vies afin qu'ils ne veuillent pas se battre jusqu'à la mort, afin que vous puissiez profiter de leur attaque. N'appuyez pas sur un ennemi désespéré. Un animal épuisé continuera à se battre, car c'est la loi de la nature. Ce sont les lois des opérations militaires. Chapitre 8. À propos des 9 changements. Habituellement, les opérations militaires sont sous la responsabilité du dirigeant civil pour diriger l'armée. Le général ne doit pas planter son camp sur un terrain difficile. Que des relations diplomatiques s'établissent aux frontières. Ne restez pas dans un territoire aride ou isolé. Lorsque vous vous trouvez dans un terrain fermé, préparez une stratégie et bougez. Lorsque vous vous trouvez sur un terrain mortel, combattez. Un terrain fermé signifie qu'il y a des endroits escarpés qui vous entourent de tous côtés, donc l'ennemi est mobile, il peut aller et venir librement, mais il vous est difficile de sortir et de revenir. Chaque parcours doit être étudié pour être le meilleur. Il y a des routes à ne pas emprunter, des armées à ne pas attaquer, des villes à ne pas encercler, des terrains à ne pas combattre et des ordres de dirigeants civils à ne pas obéir. Par conséquent, les généraux qui connaissent les variables possibles pour profiter du terrain savent gérer les forces armées. Si les généraux ne savent pas s'adapter à l'avantage, même s'ils connaissent l'état du terrain, ils ne peuvent pas en profiter. S'ils commandent des armées, mais ignorent les arts de l'adaptabilité totale, même s'ils connaissent le but à atteindre, ils ne peuvent pas faire combattre les soldats pour cela. Si vous êtes capable d'ajuster la campagne pour qu'elle change en fonction de l'élan des forces, alors l'avantage ne change pas, et les seuls qui sont lésés sont les ennemis. Pour cette raison, il n'y a pas de structure permanente. Si vous pouvez bien comprendre ce principe, vous pouvez faire en sorte que les soldats fonctionnent de la meilleure façon possible. Par conséquent, les considérations de la personne intelligente incluent toujours une analyse objective des avantages et des inconvénients. Lorsque vous considérez le bénéfice, votre action se développe, lorsque vous considérez les dégâts, vos problèmes peuvent être résolus. Bénéfices et préjudices sont interdépendants, et les sages en tiennent compte. Par conséquent, ce sont les dégâts qui retiennent les adversaires, l'action est ce qui les tient occupés et le profit est ce qui les motive. Fatigue les ennemis en les occupant et en les empêchant de respirer. Mais avant d'y parvenir, il faut au préalable faire son propre travail. Cette tâche est de développer une armée forte, un peuple prospère, une société harmonieuse et un mode de vie ordonné. Ainsi, la règle générale des opérations militaires est de ne pas compter sur la non-venue de l'ennemi, mais de croire que vous avez les moyens de l'affronter, ne comptant pas sur l'adversaire n'attaquant pas, mais comptant sur la possession de ce qui ne peut être attaqué. Si vous pouvez toujours vous souvenir du danger lorsque vous êtes en sécurité et du chaos en période d'ordre, gardez un œil sur le danger et le chaos tant qu'ils sont encore informes et évitez-les avant qu'ils n'arrivent, c'est la meilleure stratégie de toutes. Par conséquent, il y a 5 traits qui sont dangereux chez les généraux. Ceux qui sont prêts à mourir peuvent perdre la vie, ceux qui veulent préserver la vie peuvent être faits prisonniers, ceux qui s'adonnent à des passions irrationnelles peuvent être ridiculisés, ceux qui sont très puritains peuvent être déshonorés, ceux qui sont compatissants peuvent être troublés.
Si vous vous présentez dans un endroit que les ennemis ne manqueront pas de se précipiter pour défendre, des personnes compatissantes se précipiteront invariablement pour sauver ses habitants, se causant des ennuis et de l'épuisement. Voici 5 traits qui sont des défauts chez les généraux qui sont désastreux pour les opérations militaires. Les bons généraux sont autrement, ils s'engagent à mourir, mais ne s'accrochent pas à l'espoir de survivre, ils agissent en fonction des événements, de manière rationnelle et réaliste, sans être emportés par les émotions ni sujets à confusion. Quand ils voient une bonne opportunité, ils sont comme des tigres, sinon ils ferment leurs portes. Votre action et votre non-action sont des questions de stratégie et ne peuvent pas être satisfaites ou irritées. Chapitre 9. À propos de la distribution des médias. Les manœuvres militaires sont le résultat de plans et de stratégies de la manière la plus avantageuse pour gagner. Ils déterminent la mobilité et l'efficacité des troupes. Si vous allez mettre votre armée en position d'observer l'ennemi, traversez rapidement les montagnes et observez-les depuis une vallée. Tenez compte de l'effet de la lumière et restez dans la position la plus élevée de la vallée. Lorsque vous combattez sur une montagne, attaquez de haut en bas, et non l'inverse. Combattez en descente et jamais en montée. Empêchez l'eau de diviser vos forces, éloignez-vous des conditions défavorables dès que possible. Ne les affronte pas ennemis dans l'eau, il est commode de laisser passer la moitié de vos troupes, puis de les séparer et de les attaquer. N'allez pas en aval. Ne marchez pas contre le courant ou contre le vent. Si vous campez au bord d'une rivière, vos armées peuvent être surprises la nuit, poussées à se noyer ou empoisonnées par le courant. Vos bateaux ne doivent pas être amarrés en aval, pour éviter que l'ennemi ne profite du courant en lançant ses bateaux contre vous. Si vous traversez des marécages, faites-le rapidement. Si vous vous retrouvez face à une armée au milieu d'un marécage, restez près de leurs plantes aquatiques ou adossés à des arbres. En plaine, prenez des positions faciles à manœuvrer en gardant les dénivelés derrière et sur votre droite, avec les parties basses devant et les parties hautes derrière. Généralement, une armée préfère les terrains élevés et évite les terrains bas, apprécie la lumière et déteste l'obscurité. Les hauteurs sont stimulantes, et donc les gens s'y sentent à l'aise, et c'est bon pour prendre de l'élan. Le sol bas est humide, ce qui provoque des maladies et rend les combats difficiles. Prenez soin de la santé physique de vos soldats avec les meilleures ressources disponibles. Quand il n'y a pas de maladie dans une armée, on dit qu'elle est invincible. Là où il y a des monticules et des remblais, placez-vous sur leur côté ensoleillé, en les gardant toujours à votre droite et en arrière. Se positionner dans la meilleure partie du terrain est avantageux pour une force militaire. L'avantage dans une opération militaire consiste à profiter de tous les facteurs bénéfiques du terrain. Quand il pleut en amont et que le courant amène l'écume avec lui, si vous voulez la traverser, attendez qu'elle se dégage. Chaque fois qu'un terrain présente des ravins infranchissables, des lieux fermés, des pièges, des dangers, des crevasses et des prisons naturelles, vous devez le quitter rapidement et vous en éloigner. En ce qui me concerne, je me tiens toujours à l'écart de ces éléments de terrain, afin que les adversaires soient plus proches d'eux que moi, je fais face à ces accidents, afin qu'ils restent derrière l'ennemi. Vous êtes donc dans une situation avantageuse, et il a des conditions défavorables. Lorsqu'une armée se déplace, si elle traverse des territoires montagneux avec de nombreux ruisseaux et puits, ou des marécages couverts de roseaux, ou des forêts vierges pleines d'arbres et de végétation, il est indispensable de les scruter pleinement et attentivement, car ces lieux favorisent les embuscades et les espions. Il est essentiel de descendre de votre cheval et de scanner le terrain, au cas où il y aurait des troupes cachées pour vous tendre une embuscade. Il se peut également qu'il y ait des espions qui vous surveillent et écoutent vos instructions et vos mouvements. Lorsque l'ennemi est proche, mais reste calme, cela signifie qu'il est en position de force. Lorsqu'il est absent mais qu'il essaie de provoquer des hostilités, il veut que vous passiez à autre chose. Si, en plus, votre position est accessible, cela signifie qu'elle vous est favorable.
Si un adversaire ne maintient pas la position qui lui est favorable en raison des conditions du terrain et se trouve à un autre endroit convenable, c'est qu'il y a un avantage tactique à agir ainsi. Si les arbres bougent, l'ennemi se rapproche. S'il y a des obstacles parmi les buissons, vous vous êtes trompé de chemin. L'idée de mettre beaucoup d'obstacles dans les broussailles est de vous faire penser qu'il y a des troupes en embuscade qui se cachent au milieu de celles-ci. Si les oiseaux prennent leur envol, il y a des troupes embusquées en place. Si les animaux ont peur, il y a des troupes qui attaquent. Si de hautes et épaisses colonnes de poussière s'élèvent, des voitures approchent, s'ils sont bas et larges, les fantassins s'approchent. La fumée dispersée signifie que le bois est coupé. De petits nuages de poussière qui vont et viennent indiquent que le camp doit être brisé. Si les émissaires de l'ennemi prononcent des paroles humbles alors que l'ennemi intensifie ses préparatifs de guerre, cela signifie qu'il va avancer. Lorsque des paroles retentissantes sont prononcées et avancées avec ostentation, c'est un signal que l'ennemi est sur le point de se retirer. Si ces émissaires viennent avec des paroles humbles, envoyez des espions pour observer l'ennemi et vous verrez qu'il augmente ses préparatifs de guerre. Lorsque les chars légers sortent en premier et se déplacent vers les flancs, ils établissent une ligne de front. Si les émissaires arrivent pour demander la paix sans signer de traité, cela signifie qu'ils sont en train de ourdir un complot. Si l'ennemi organise rapidement ses chars en rang de combat, cela signifie qu'il attend des renforts. Ils ne se précipiteront pas dans une réunion ordinaire s'ils ne comprennent pas que cela les aidera, ou s'il doit y avoir une force qui est à distance et qui est attendue à un certain moment. Pour unir leurs troupes et vous attaquer. Il convient d'anticiper, de se préparer immédiatement à cette éventualité. Si la moitié de ses troupes avance et que l'autre moitié recule, l'ennemi prévoit de vous attirer dans un piège. L'ennemi feint la confusion et le désordre dans ce cas pour vous inciter à avancer. Si les soldats ennemis s'appuient les uns sur les autres, ils ont faim. Si les porteurs d'eau boivent les premiers, les troupes ont soif. Si l'ennemi voit un avantage mais n'en profite pas, c'est qu'il est fatigué. Si les oiseaux se rassemblent dans le camp ennemi, cela signifie que l'endroit est vide. S'il y a des oiseaux qui volent au-dessus d'une ville, l'armée a fui. S'il y a des appels nocturnes, cela signifie que les soldats ennemis ont peur. Ils ont peur et s'agitent, et donc ils s'appellent. Si l'armée n'a pas de discipline, cela signifie que le général n'est pas pris au sérieux. Si les bannières bougent, vous êtes dans la confusion. Les signes servent à unifier le groupe, donc, s'ils se déplacent d'ici à là sans ordre ni concert, c'est que ces rangs sont confus. Si leurs émissaires montrent de l'irritation, cela signifie qu'ils sont fatigués. S'ils tuent leurs chevaux pour la viande, les soldats manquent de nourriture, quand ils n'ont pas de bouilloire et ne retournent pas dans leur camp, ils sont des ennemis sans espoir. S'il y a des commérages, un manque de discipline et que les soldats parlent beaucoup entre eux, cela signifie que la loyauté des troupes a été perdue. La médisance décrit l'expression de vrais sentiments, le manque de discipline indique des problèmes avec les supérieurs. Lorsque le commandement a perdu la loyauté des troupes, les soldats parlent franchement entre eux des problèmes avec leurs supérieurs. Si de nombreuses récompenses sont attribuées, l'ennemi est dans une impasse, quand trop de châtiments sont ordonnés, l'ennemi est désespéré. Lorsque la force de leur élan est épuisée, ils donnent des récompenses constantes pour garder les soldats heureux, pour les empêcher de se révolter en masse. Quand les soldats sont si épuisés de ne pouvoir exécuter les ordres, ils sont punis à maintes reprises pour rétablir l'autorité. Être viol au début puis finir par craindre ses propres soldats est le comble de l'incompétence. Les émissaires qui viennent avec une attitude conciliante indiquent que l'ennemi veut une trêve. Si les troupes ennemies vous affrontent avec ardeur, mais retardent le temps de s'engager sans quitter le sol, il faut les surveiller attentivement. Ils préparent une attaque surprise. En matière militaire, il n'est pas forcément plus avantageux d'être supérieur en force, juste pour éviter d'agir avec une violence inutile, il suffit de consolider son pouvoir, de faire des estimations sur l'ennemi et d'arriver à rassembler des troupes, c'est tout. L'ennemi qui agit isolément, qui manque de stratégie et qui prend ses adversaires à la légère sera inévitablement vaincu.
Si votre plan ne contient pas de stratégie de retrait ou de post-attaque, mais que vous comptez exclusivement sur la force de vos soldats, et que vous prenez vos adversaires à la légère sans évaluer leur état, vous tomberez sûrement prisonnier. Si les soldats sont punis avant d'avoir été rendus fidèles au commandement, ils n'obéiront pas, et s'ils n'obéissent pas, ils seront difficiles à employer. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés si aucune punition n'est appliquée, même après que leur loyauté a été obtenue. Lorsqu'il y a un sentiment souterrain d'appréciation et de confiance, et que le cœur des soldats est déjà lié au commandement, si la discipline est relâchée, les soldats deviendront arrogants et il sera impossible de les employer. Par conséquent, conduisez-les à travers l'art civilisé et unifiez-les à travers les arts martiaux, cela signifie une victoire continue. L'art civilisé signifie l'humanité, et les arts martiaux signifient la réglementation. Commandez-les avec humanité et bienveillance, unifiez-les strictement et fermement. Lorsque la bienveillance et la fermeté sont évidentes, il est possible d'être sûr de la victoire. Lorsque des ordres sont donnés clairement, simplement et systématiquement aux troupes, elles les acceptent. Lorsque les ordres sont confus, contradictoires et changeants, les troupes ne les acceptent pas ou ne les comprennent pas. Lorsque les ordres sont raisonnables, justes, simples, clairs et cohérents, il y a satisfaction réciproque entre le leader et le groupe. Chapitre X. À propos de la topologie. Certains terrains sont faciles, d'autres difficiles, d'autres neutres, d'autres étroits, accidentés ou ouverts. Lorsque le terrain est accessible, soyez le premier à vous positionner en choisissant des hauteurs ensoleillées, une position adaptée au transport des fournitures, vous aurez donc un avantage lorsque vous combattez. Lorsque vous êtes sur un terrain difficile à sortir, vous êtes limité. Sur ce terrain, si votre ennemi n'est pas préparé, vous pouvez gagner si vous avancez, mais si l'ennemi est préparé et que vous avancez, vous aurez beaucoup de mal à revenir vers lui, ce qui jouera contre vous. Lorsqu'il s'agit d'un terrain défavorable pour les deux parties, on dit qu'il s'agit d'un terrain neutre. En terrain neutre, même si l'adversaire vous offre un avantage, n'en profitez pas, reculez en incitant la moitié des troupes ennemies à partir, puis tombez sur lui en profitant de cette condition favorable. En terrain étroit, si vous êtes le premier arrivé, vous devez l'occuper entièrement et attendre l'adversaire. S'il y arrive le premier, ne le poursuivez pas s'il bloque les gorges. Ne le poursuivez que s'il ne les bloque pas. En terrain accidenté, si vous êtes le premier arrivé, vous devez occuper leurs points hauts et ensoleillés et attendre l'adversaire. S'il les a déjà occupés, retirez-vous et ne le poursuivez pas. En terrain découvert, la force de l'élan est égale et il est difficile de le provoquer à se battre à son désavantage. Comprendre ces 6 classes de terrain est la principale responsabilité du général, et il est impératif de les prendre en compte. Ce sont les configurations de terrain, les généraux qui les ignorent sont vaincus. Ainsi, parmi les troupes, il y a ceux qui fuient, ceux qui se retirent, ceux qui s'effondrent, ceux qui se rebellent et ceux qui sont vaincus. Aucune de ces circonstances ne constitue des catastrophes naturelles, mais sont dues aux erreurs des généraux. Les troupes qui ont le même élan mais qui attaquent dans un rapport de 1 à 10 sont vaincus. Ceux qui ont des troupes fortes mais des officiers faibles restent en retrait. Ceux qui ont des soldats faibles sous des officiers forts auront des ennuis. Lorsque les officiers supérieurs sont en colère et violents, face à l'ennemi seul et par dépit, et lorsque les généraux ignorent leurs capacités, l'armée s'effondre. En règle générale, pour vaincre l'ennemi, tout le commandement militaire doit avoir une seule intention et toutes les forces militaires doivent coopérer. Lorsque les généraux sont faibles et manquent d'autorité, lorsque les ordres ne sont pas clairs, lorsque les officiers et les soldats sont faibles et que les formations sont anarchiques, la révolte se produit. Les généraux vaincus sont ceux qui sont incapables de calibrer leurs adversaires, d'entrer en combat avec des effectifs supérieurs ou des forces mieux équipées, et qui ne sélectionnent pas leurs troupes en fonction de leur niveau de préparation. Si vous employez des soldats sans sélectionner les préparés parmi les non préparés, les intrépides et les timorés, vous demandez votre propre défaite. Ce sont les 6 façons d'être vaincu.
La compréhension de ces situations est la responsabilité suprême des généraux et doit être prise en considération. La première n'est pas de calibrer le nombre de forces, le second, l'absence d'un système clair de récompense et de punition, le troisième, une formation insuffisante, le quatrième est la passion irrationnelle, le cinquième est l'inefficacité de la loi de l'ordre, et le sixième est l'incapacité à sélectionner des soldats forts et déterminés. La configuration du terrain peut être un appui pour l'armée, pour les commandants militaires. La bonne ligne de conduite consiste à jauger l'adversaire pour assurer la victoire et calculer les risques et les distances. Ceux qui combattent en connaissant ces éléments sont victorieux, ceux qui se battent en les ignorant sont vaincus. Par conséquent, lorsque les lois de la guerre signalent une victoire certaine, il est clairement approprié d'engager la bataille, même si le gouvernement a donné l'ordre de ne pas attaquer. Si les lois de la guerre n'indiquent pas une victoire certaine, il convient de ne pas aller au combat, même si le gouvernement a donné l'ordre d'attaquer. De cette façon, des progrès sont réalisés sans prétendre à la gloire, le retrait est ordonné sans esquiver la responsabilité, dans le seul but de protéger la population et aussi au profit du gouvernement, ainsi un service précieux est rendu à la nation. Avancer et se retirer contre les ordres du gouvernement ne se fait pas par intérêt personnel, mais pour sauvegarder la vie de la population et pour le véritable bénéfice du gouvernement. Les serveurs de cette taille sont très utiles pour une ville. Regardez vos soldats comme vous regardez un nouveau-né, ainsi ils seront disposés à vous suivre dans les vallées les plus profondes. Prenez soin de vos soldats comme vous prenez soin de vos chers enfants, et ils mourront volontiers avec vous. Mais si vous êtes si gentil avec eux que vous ne pouvez pas les utiliser, si vous êtes si indulgent que vous ne pouvez pas les ordonner, si désinvoltes que vous ne pouvez pas les discipliner, vos soldats seront comme des enfants gâtés et donc sans valeur. Les récompenses ne doivent pas être utilisées seules, ni les punitions seules. Sinon, les troupes, comme des enfants câlins, s'habituent à tout apprécier ou à en vouloir à tout. Cela est nocif et les rend inutiles. Si vous savez que vos soldats sont capables d'attaquer, mais que vous ne savez pas si l'ennemi est invulnérable à l'attaque, vous n'avez que la moitié des chances de gagner. Si vous savez que votre ennemi est vulnérable aux attaques, mais que vous ne savez pas si vos soldats sont capables d'attaquer, vous n'avez que la moitié des chances de gagner. Si vous savez que l'ennemi est vulnérable à une attaque et que vos soldats peuvent l'exécuter, mais que vous ne savez pas si les conditions du terrain sont favorables au combat, vous avez la moitié des chances de gagner. Par conséquent, ceux qui connaissent les arts martiaux ne perdent pas de temps lorsqu'ils effectuent leurs mouvements, ni ne s'épuisent lorsqu'ils attaquent. Pour cette raison, on dit que lorsque vous vous connaissez vous-même et que vous connaissez les autres, la victoire n'est pas un danger. Quand on connaît le ciel et la terre, la victoire est inépuisable. Chapitre 11. Sur les 9 types de terrain. Selon les lois des opérations militaires, il existe 9 classes de terrain. Si les intérêts locaux s'affrontent sur leur propre territoire, cela s'appelle un terrain de dispersion. Lorsque les soldats sont attachés à leur maison et combattent près de chez eux, ils peuvent être facilement dispersés. Lorsque vous entrez dans le territoire de quelqu'un d'autre, mais que vous ne le faites pas en profondeur, cela s'appelle un territoire léger. Cela signifie que les soldats peuvent revenir facilement. Un territoire qui peut être avantageux pour vous si vous le prenez, et avantageux pour l'ennemi s'il le conquiert, est appelé terrain clé. Un terrain de combat incontournable est toute enclave défensive ou passe stratégique. Un territoire également accessible à vous et aux autres s'appelle un terrain de communication. Le territoire qui est entouré de 3 territoires rivaux et qui est le premier à en donner libre accès à tous s'appelle le terrain d'intersection. Le terrain d'intersection est celui où convergent les principales voies de communication, les unissant les unes aux autres. Soyez le premier à l'occuper, et les gens devront se rallier à vous. Si vous l'obtenez, vous êtes en sécurité, si vous le perdez, vous êtes en danger. Lorsque vous pénétrez profondément dans un territoire étranger et que vous laissez derrière vous de nombreuses villes et villages, ce terrain est qualifié de difficile. C'est un terrain dont il est difficile de revenir. Lorsque vous traversez des montagnes boisées, des gorges accidentées ou d'autres éléments difficiles à traverser, cela s'appelle un terrain défavorable. Lorsque l'accès est étroit et la sortie tortueuse,
pour qu'une petite unité ennemie puisse vous attaquer, même si vos troupes sont plus nombreuses, on parle de terrain clos. Si vous êtes capable d'une grande adaptation, vous pouvez parcourir ce territoire. Si vous ne pouvez survivre dans un territoire qu'en combattant rapidement, et s'il est facile de mourir si vous ne le faites pas, cela s'appelle un terrain de la mort. Les troupes en terrain meurtrier sont dans la même situation que si elles se trouvaient sur un bateau en train de couler ou une maison en feu. Donc, ne combattez pas sur un terrain de dispersion, ne vous arrêtez pas sur un terrain léger, n'attaquez pas sur un terrain clé, occupé par l'ennemi, ne laissez pas vos troupes se diviser sur un terrain de communication. En terrain croisé, il établit des communications, en terrain difficile, rendez-vous approvisionné, sur un terrain défavorable, continuez à marcher, dans un terrain clôturé, faire des plans, sur des terrains mortels, combattez. En terrain dispersé, les soldats peuvent s'enfuir. Un terrain léger, c'est quand les soldats sont entrés en territoire ennemi, mais n'ont toujours pas le dos couvert, leur esprit n'est donc pas vraiment concentré et ils ne sont pas prêts pour la bataille. Il n'est pas avantageux d'attaquer l'ennemi en terrain clé, ce qui est avantageux, c'est de l'atteindre le premier. Le terrain de la communication ne doit pas être autorisé à être isolé, afin de pouvoir utiliser voies d'approvisionnement. En terrain croisé, vous serez en sécurité si vous établissez des alliances, si vous les perdez, vous vous retrouverez en danger. En terrain difficile, entrer approvisionné, c'est rassembler tout ce dont on a besoin pour y rester longtemps. En terrain défavorable, puisque vous ne pouvez pas vous y retrancher, vous devez vous précipiter. En terrain clôturé, introduisez des tactiques de surprise. Si les troupes tombent sur un terrain meurtrier, tout le monde ripostera spontanément. C'est pourquoi il est dit, placez des troupes sur un terrain meurtrier et elles survivront. Ceux qui étaient auparavant considérés comme des experts dans l'art de la guerre ont su faire perdre à l'ennemi le contact entre son avant-garde et ses arrières, la confiance entre grandes et petites unités, l'intérêt réciproque au bien-être des différents rangs, le soutien mutuel entre gouvernants et gouvernés. L'enrôlement des soldats et la cohérence de leurs armées. Ces experts sont entrés en action quand c'était à leur avantage, et se sont abstenus autrement. Ils ont apporté des changements pour confondre l'ennemi, les attaquant ici et là, les terrifiant et les confondant afin qu'il n'ait pas le temps de planifier. Vous vous demandez peut-être comment faire face à des forces ennemies nombreuses et bien organisées qui se dirigent vers vous. La réponse est de retirer d'abord quelque chose qu'ils apprécient, puis ils vous écouteront. La rapidité d'action est le facteur essentiel de l'état de la force militaire, profitant des erreurs des adversaires, se déplaçant dans des directions auxquelles ils ne s'attendent pas et attaquant lorsqu'ils ne sont pas sur leur garde. Cela signifie que pour profiter du manque de préparation, de vision et de prudence de vos adversaires, il faut agir vite, et que si vous hésitez, ces erreurs ne vous aideront pas. Dans une invasion, en règle générale, plus les envahisseurs poussent loin dans territoire étranger, plus ils deviennent forts, au point que le gouvernement indigène ne peut plus les expulser. Choisissez des champs fertiles et les troupes auront de quoi manger. Prenez soin de votre santé et évitez la fatigue, consolidez votre énergie, augmentez votre force. Puissent les mouvements de vos troupes et la préparation de vos plans être insondables. Consolidez l'énergie la plus enthousiaste de vos troupes, économisez les forces en surplus, gardez secrets vos formations et vos plans, restez insondables pour les ennemis et attendez qu'un point vulnérable avance. Placez vos troupes à un point sans issue, elles doivent donc mourir avant de pouvoir s'échapper. Car face à l'éventualité de la mort, que ne seront-ils pas prêts à faire? Les guerriers donnent alors le meilleur de leurs forces. Lorsqu'ils sont confrontés à un grave danger, ils perdent leur peur. Quand il n'y a nulle part où aller, ils restent fermes, quand ils sont totalement impliqués dans un terrain, ils s'y accrochent. S'ils n'ont pas d'autre choix, ils se battront jusqu'au bout. Pour cette raison, les soldats sont vigilants sans être encouragés, ils s'enrôlent sans être appelés, ils sont amicaux sans avoir besoin de promesses et on peut leur faire confiance sans avoir besoin d'ordre. Cela signifie que lorsque des combattants sont en danger de mort, quel que soit leur rang, ils ont tous le même objectif,
et sont donc alertes sans avoir besoin d'être stimulés, ont de la bonne volonté spontanément et sans avoir besoin de recevoir d'ordre, et on peut leur faire confiance naturellement sans promesse ni le besoin de hiérarchie. Interdisez les présages pour éviter les doutes, et les soldats ne vous quitteront plus. Si vos soldats n'ont pas de richesse, ce n'est pas qu'ils les méprisent. S'ils n'ont pas plus de longévité, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vivre plus longtemps. Le jour où l'ordre de marche est donné, les soldats pleurent. Ainsi, une opération militaire savamment préparée devrait être comme un serpent rapide qui contre-attaque avec sa queue quand quelqu'un attaque sa tête, contre-attaque avec sa tête quand quelqu'un attaque sa queue, et contre-attaque avec la tête et la queue quand quelqu'un l'attaque par le milieu. Cette image représente la méthode d'une ligne de bataille qui réagit rapidement lorsqu'elle est attaquée. Un manuel de 8 formations de combat classique dit « Faites de l'avant l'arrière, faites de l'arrière. L'avant, avec 4 têtes et 8 queues. Faites la tête partout, et quand l'ennemi charge au centre, la tête et la queue viendront au sauvetage. » On peut se demander s'il est possible de faire d'une force militaire un serpent rapide. La réponse est oui. Même les gens qui ne s'aiment pas, étant dans le même bateau, s'entraideront en cas de danger de chavirage. C'est la force de la situation qui fait que cela se produit. Pour cette raison, il ne suffit pas de faire confiance aux chevaux attachés et aux roues fixes. Les chevaux sont attachés pour former une ligne de bataille stable et les roues sont fixées pour rendre les chars immobiles. Mais même ainsi, ce n'est pas assez sécurisé et on ne peut pas lui faire confiance. Il faut permettre des variantes aux changements qui se font, mettant les soldats dans des situations meurtrières, pour qu'ils se battent spontanément et s'entraident côte à côte, c'est la voie de la sécurité et de l'obtention d'une victoire certaine. La meilleure organisation est de faire s'exprimer la valeur et de la maintenir constante. Réussir avec des troupes faibles et fortes dépend de l'ensemble des circonstances. Si vous obtenez l'avantage du terrain, vous pouvez vaincre vos adversaires, même avec des troupes légères. Et faibles, combien plus vous serait-il possible d'avoir des troupes puissantes et aguerries? Ce qui rend la victoire possible pour les 2 classes de troupes, ce sont les circonstances du terrain. Par conséquent, les experts en opérations militaires obtiennent la coopération des troupes, de telle sorte que diriger un groupe revient à diriger un seul individu qui n'a qu'une seule option. C'est au général d'être calme, réservé, juste et méthodique. Ses plans sont discrets et absolument secrets afin que personne ne puisse le découvrir. Son commandement est juste et méthodique, donc personne n'ose le prendre à la légère. Vous pouvez garder vos soldats désemparés et dans l'ignorance totale de vos plans. Changez leurs actions et révisez leurs plans, afin que personne ne puisse les reconnaître. Ils changent d'emplacement et se déplacent sur des chemins sinueux, de sorte que personne ne peut anticiper. Vous pouvez gagner quand personne ne peut comprendre à aucun moment quelles sont vos intentions. Dit un grand homme, la principale tromperie qui est valorisée dans les opérations militaires ne vise pas seulement les ennemis, mais commence par les troupes elles-mêmes, pour les faire vous suivre sans savoir où elles vont. Lorsqu'un général fixe un objectif à ses troupes, c'est comme celui qui monte en hauteur et enlève ensuite l'échelle. Lorsqu'un général s'enfonce profondément en territoire ennemi, il teste tout son potentiel. Il a obligé ses troupes à brûler leurs navires et à détruire leurs maisons, ainsi il les conduit comme un troupeau, et tous ne savent pas où ils vont. Il incombe aux généraux de rallier les armées et de les mettre dans des situations dangereuses. Ils doivent également examiner les adaptations aux différents terrains, les avantages de se concentrer ou de se disperser, et les modèles de sentiments et de situations humaines. Lorsque nous parlons des avantages et des inconvénients de la concentration et de la dispersion, cela signifie que les modèles de comportement humain changent selon les différents types de atterrir. En général, le schéma général des envahisseurs est de s'unir lorsqu'ils sont au cœur du territoire ennemi, mais ils ont tendance à se disperser lorsqu'ils sont aux abords de la frontière. Lorsque vous quittez votre territoire et traversez la frontière dans le cadre d'une opération militaire, vous vous retrouvez en terrain isolé. Lorsqu'il est accessible de tout point, c'est un terrain de communication. Lorsque vous allez en profondeur, vous êtes sur un terrain difficile.
Lorsque vous descendez, vous êtes en terrain léger. Lorsqu'il y a des fourrés infranchissables derrière vous et des passages étroits devant vous, vous êtes dans un terrain clôturé. Quand il n'y a nulle part où aller, c'est un terrain mortel. Ainsi, dans un champ dispersé, j'unifierai l'esprit des soldats. En terrain léger, cela les maintiendrait en contact. En terrain clé, cela les ferait se précipiter pour le prendre. En terrain croisé, je ferai attention à la défense. Dans un domaine de la communication, il établirait des alliances solides. En terrain difficile, il assurerait la continuité des approvisionnements. En terrain défavorable, j'exhorterai mes troupes à s'en sortir rapidement. Dans un terrain clôturé, je fermerai les entrées. En terrain meurtrier, je signalerai à mes troupes qu'il n'y a aucune chance de survie. Pour cette raison, la psychologie des soldats consiste à résister lorsqu'ils sont encerclés, à combattre lorsqu'ils ne peuvent être évités et à obéir dans les cas extrêmes. Tant que les soldats ne sont pas encerclés, ils n'ont pas la détermination de résister à l'ennemi tant que la victoire n'est pas obtenue. Lorsqu'ils sont désespérés, ils présentent une défense unifiée. Par conséquent, ceux qui ignorent les plans ennemis ne peuvent pas préparer d'alliance. Ceux qui ignorent les circonstances sur le terrain ne peuvent pas manœuvrer leurs forces. Ceux qui n'utilisent pas de guides locaux ne peuvent pas profiter du terrain. L'armée d'un gouvernement efficace doit connaître tous ces facteurs. Lorsque l'armée d'un gouvernement efficace attaque un vaste territoire, le peuple ne peut s'unir. Lorsque votre puissance dépasse les adversaires, il est impossible de faire des alliances. Si vous pouvez découvrir les plans de vos adversaires, profitez du terrain et manœuvrez l'ennemi pour qu'il soit sans défense. Dans ce cas, même un grand territoire ne peut rassembler suffisamment de troupes pour vous arrêter. Par conséquent, si vous ne combattez pas pour des alliances, ou n'augmentez pas la puissance d'un pays, mais étendez votre influence personnelle en menaçant des adversaires, tout cela rend le pays et les villes ennemies vulnérables. Donnez des récompenses non réglementées et donnez des commandes inhabituelles. Considérez l'avantage d'accorder des récompenses sans précédent, regardez l'ennemi faire des promesses sans tenir compte des codes établis. Manipulez les troupes comme s'il s'agissait d'une seule personne. Utilisez-les dans des tâches réelles, mais ne leur parlez pas, motivez-les avec des récompenses, mais ne leur parlez pas du préjudice possible. Employez vos soldats uniquement au combat, sans leur communiquer votre stratégie. Informez-les des avantages qui les attendent, mais ne leur parlez pas des dommages potentiels. Si le vrai est dit, votre plan échouera. Si les soldats commencent à s'inquiéter, ils deviendront hésitants et craintifs. Mettez-les dans une situation d'extermination possible, et alors ils se battront pour vivre. Mettez-les en danger de mort, et ils survivront. Lorsque les troupes font face à un danger, elles sont capables de se battre pour la victoire. Ainsi, la tâche d'une opération militaire est de faire semblant d'accommoder les intentions de l'ennemi. Si vous vous concentrez pleinement sur celui-ci, vous pouvez tuer son général même si vous êtes à des kilomètres. C'est ce qu'on appelle savamment répondre à la cible. Vous accommodez d'abord leurs intentions, puis vous tuez leurs généraux, c'est l'habileté à accomplir l'objectif. Ainsi, le jour où la guerre est déclarée, les frontières sont fermées, les sauf-conduits sont rompus et le passage des émissaires est empêché. Les enjeux sont rigoureusement décidés dès le début de la planification et de l'établissement de la stratégie depuis la maison ou le siège. La rigueur au siège dans la phase de planification renvoie au maintien du secret. Lorsque l'ennemi offre des opportunités, saisissez-les immédiatement. Découvrez d'abord ce qu'il veut, puis anticipez-le. Maintenir la discipline et s'adapter à l'ennemi, pour déterminer l'issue de la guerre. Ainsi, au début, vous êtes comme une jeune fille et l'ennemi ouvre ses portes, alors, tu es comme un lièvre lâche, et l'ennemi ne pourra pas t'expulser. Chapitre 12. Sur l'art d'attaquer par le feu. Il existe 5 types d'attaques par le feu: brûler des personnes, brûler des fournitures, brûler des équipements, brûler des magasins et brûler des armes. L'utilisation du feu doit avoir une base, et nécessite certains moyens. Il y a des moments propices pour allumer des feux,
en particulier lorsque le temps est sec et venteux. Normalement, dans les attaques par le feu, il est essentiel de suivre les changements produits par celui-ci. Lorsque le feu est à l'intérieur du camp ennemi, préparez-vous rapidement de l'extérieur. Si les soldats restent calmes lorsque le feu se déclare, attendez et n'attaquez pas. Lorsque le feu atteint son apogée, suivez-le si vous le pouvez, sinon, attendez. En général, le feu est utilisé pour semer la confusion chez l'ennemi afin qu'il puisse l'attaquer. Lorsque le feu peut être allumé en plein champ, n'attendez pas pour le faire à l'intérieur, faites-le quand c'est approprié. Lorsque le feu est attisé par le vent, n'attaquez pas dans la direction opposée à celui-ci. Il n'est pas efficace de lutter contre l'impulsion du feu, car l'ennemi se battra jusqu'à la mort dans ce cas. Si le vent a soufflé pendant la journée, il se calmera la nuit. Un vent diurne cessera à la tombée de la nuit, un vent de nuit cessera à l'aube. Les armées doivent savoir qu'il existe des variantes des 5 types d'attaques au feu et s'y adapter de manière rationnelle. Il ne suffit pas de savoir attaquer les autres avec le feu, il faut savoir empêcher les autres de vous attaquer. Ainsi, l'utilisation du feu pour soutenir une attaque signifie la clarté, et l'utilisation de l'eau pour soutenir une attaque signifie la force. L'eau peut isoler, mais elle ne peut pas raser. L'eau peut être utilisée pour diviser une armée ennemie afin que leur force soit unie et que la vôtre soit renforcée. Gagner au combat ou faire un siège victorieux sans récompenser ceux qui ont fait du mérite apporte la malchance et mérite d'être appelé avare. C'est pourquoi on dit qu'un gouvernement éclairé en tient compte et qu'un bon commandement militaire récompense le mérite. Ils ne mobilisent pas leurs troupes quand il n'y a pas d'avantage à gagner, ni n'agissent quand il n'y a rien à gagner, ni ne combattent quand il n'y a pas de danger. Les armes sont des instruments de mauvais augure et la guerre est une entreprise dangereuse. Il est essentiel d'empêcher une défaite désastreuse, et il ne vaut donc pas la peine de mobiliser une armée pour des raisons insignifiantes, les armes ne doivent être utilisées que lorsqu'il n'y a pas d'autre remède. Un gouvernement ne devrait pas mobiliser une armée par colère, et les commandants militaires ne devraient pas provoquer la guerre par colère. Agir quand c'est bénéfique, sinon, abandonner. La colère peut être transformée en joie, et la colère peut être transformée en plaisir, mais un peuple détruit ne peut pas être ramené à la vie, et la mort ne peut pas être transformée en vie. Par conséquent, un gouvernement éclairé fait attention à tout cela, et un bon commandement militaire en tient compte. C'est le moyen d'assurer la sécurité de la nation et de garder son armée intacte. Chapitre 13. Sur la concorde et la discorde. Une opération militaire signifie un grand effort pour le peuple, et la guerre peut durer de nombreuses années pour obtenir une victoire d'un jour. Ainsi, ne pas connaître la situation des adversaires en économisant sur les dépenses d'approbation pour enquêter et étudier l'opposition est extrêmement inhumain et n'est pas typique d'un bon commandant militaire, d'un conseiller du gouvernement ou d'un dirigeant victorieux. Par conséquent, qu'est-ce qui permet à un gouvernement intelligent et à un commandement militaire avisé de battre les autres et d'obtenir des succès extraordinaires avec ces informations essentielles? Les informations antérieures ne peuvent être obtenues de fantômes ou d'esprits, ni obtenues par analogie, ni découvertes par calcul. Il doit être obtenu auprès de personnes, des gens qui connaissent la situation de l'adversaire. Il existe 5 types d'espions: l'espion natif, l'espion initié, l'agent double, l'espion liquidable et l'espion flottant. Quand tous sont actifs, personne ne connaît leur parcours, c'est ce qu'on appelle le génie de l'organisation, et qui s'applique aux dirigeants. Les espions indigènes sont engagés parmi les habitants d'une localité. Des espions internes sont embauchés parmi les fonctionnaires ennemis. Des agents doubles sont embauchés parmi les espions ennemis. Les espions tuables transmettent de fausses données aux espions ennemis. Les espions flottants reviennent avec leurs rapports. Parmi les responsables du régime ennemi, il y a ceux avec qui vous pouvez entrer en contact et qui peuvent être soudoyés pour connaître la situation dans votre pays et découvrir tout plan qui est ourdi contre vous. Ils peuvent également être utilisés pour créer des désaccords et des désaccords.
Par conséquent, personne dans l'armée n'est traité avec autant de familiarité que les espions, personne ne reçoit d'aussi grosses récompenses qu'eux, et aucune affaire n'est plus secrète que l'espionnage. Si les espions ne sont pas bien traités, ils peuvent devenir des renégats et travailler pour l'ennemi. Les espions ne peuvent être utilisés sans sagacité et connaissance, vous ne pouvez pas utiliser d'espions sans humanité et sans justice, vous ne pouvez pas tirer la vérité des espions sans subtilité. C'est certainement une question très délicate. Les espions sont utiles partout. Chaque matière nécessite des connaissances préalables. Si une affaire d'espionnage est divulguée avant que l'espion ne le signale, l'espion et l'espion doivent être supprimés. Chaque fois que vous voulez attaquer une armée, assiéger une ville ou attaquer une personne, vous devez d'abord connaître l'identité des généraux qui la défendent, leurs alliés, leurs visiteurs, leurs sentinelles et leurs serviteurs, alors faites en sorte que vos espions découvrent tout à leur sujet. Chaque fois que vous allez attaquer et combattre, vous devez d'abord connaître les talents des serviteurs de l'ennemi, afin de pouvoir les traiter en fonction de leurs capacités. Vous devez rechercher les agents ennemis qui sont venus vous espionner, les soudoyer et les amener à passer à vos côtés, afin que vous puissiez les utiliser comme agents doubles. Avec les informations ainsi obtenues, vous pouvez trouver des espions locaux et des espions internes à embaucher. Avec les informations obtenues auprès d'eux, vous pouvez fabriquer de fausses informations en servant d'espions liquidables. Avec les informations ainsi obtenues, vous pouvez faire agir les espions flottants selon les plans prévus. Il est essentiel pour un dirigeant de connaître les 5 espèces d'espionnage, et cette connaissance dépend des agents doubles, ainsi, ils doivent être bien traités. Ainsi, seul un dirigeant brillant ou un général avisé qui peut utiliser les plus intelligents pour l'espionnage peut être sûr de la victoire. L'espionnage est essentiel aux opérations militaires et les armées en dépendent pour mener à bien leurs actions. Il ne sera pas avantageux pour l'armée d'agir sans connaître la situation de l'ennemi, et la connaissance de la situation de l'ennemi n'est pas possible sans espionnage. Finir.